Alors bienvenue à l'ENSIMAG, bienvenue pour cette édition du Festival Transfo. Donc c'est un événement dans ce Festival Transfo, qui est le numérique pour la planète. Et cet événement, on l'a organisé avec Atos. Atos, qui est une entreprise emblématique de Grenoble, aussi très importante pour l'ENSIMAG, depuis la création de l'ENSIMAG. Alors à l'époque, ça ne fait pas Atos, Atos c'est un ensemble, c'est une très grande entreprise internationale. Et dans cette entreprise, il y avait notamment Bull qui faisait partie des tout premiers instigateurs, entreprises qui ont supporté la création de l'ENSIMAG. Et Atos s'inscrit à la fois dans cette problématique du matériel au logiciel jusqu'aux applications pour la société, à l'intelligence artificielle, bien sûr, puisque Atos, c'est le centre européen en intelligence artificielle, est à Grenoble, enfin, est en cours de construction, mais il est déjà là à Grenoble. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que l'ENSIMAG a choisi d'organiser cet événement avec Atos, qui est aussi le parrain des deuxièmes années, l'entreprise marraine, il faut peut-être dire, plutôt que le parrain. L'entreprise marraine de la promotion 2019-2022. Donc, je vois qu'il y a parmi vous quelques deuxièmes années, plusieurs, et puis il y en a aussi qui sont sans doute connectés de l'autre côté du réseau. On a cherché un événement avec Atos qui pouvait être un peu, qui répondait, qui s'inscrivait bien dans le cadre du Festival Transfo. Donc, quel numérique pour la planète? Ça questionne évidemment qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique, être conscient de ce qu'amène le numérique et de tout son impact, et puis aussi de ce qu'il peut aussi apporter, rayonner, et puis s'ouvrir, s'échanger. C'est tous des mots-clés qui sont dans le Festival Transfo, des valeurs du Festival Transfo. On s'est dit qu'une façon d'illustrer, c'était de montrer, de demander à Atos s'ils pouvaient nous montrer les sujets de recherche et développement, les sujets chauds qu'ils ont actuellement dans leur entreprise, sur laquelle travaillent donc des ingénieurs aujourd'hui, qu'ils développent avec une recherche qui n'est pas nécessairement académique, qui est parfois en articulation avec aussi les laboratoires de recherche, mais aussi qui est parfois très appliquée avec d'une échelle de temps qui est tout à fait intéressante et qui s'inscrit évidemment dans un contexte européen et international tout à fait dynamique. Donc l'articulation avec Grenoble, l'articulation à Grenoble, pardon, on dit toujours l'ENSIMAG, mais pourquoi l'ENSIMAG est à Grenoble? Grenoble, c'est pas une très grande ville en France, oui, mais c'est le berceau numérique. Atos est à Grenoble aussi, parce que c'est le berceau numérique en France, c'est de la ville importante dans le numérique. Et donc, l'ENSIMAG, c'est aussi la grande école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées en France. Elle est aussi à Grenoble, qui est dans ce verso-là. Et donc, cette synergie-là, on s'est dit peut-être la mettre en avant en montrant ces différentes thématiques actuelles de recherche et développement qui sont développées, en particulier ici à Grenoble par Atos. Voilà, donc, c'est à la fois quelque chose de local, puisque le Festival Transfo, c'est un festival de la région, mais qui s'inscrit évidemment dans une dynamique internationale à laquelle participe l'ENSIMAG. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est Atos qui est le roi. Donc, je vais appeler Xavier, maintenant Vigouroux, qui va nous parler un petit peu de ce parrainage et puis d'Atos. Bonjour, merci Jean-Louis Roch. Je vais prendre le micro plutôt, comme ça c'est bon? Non, je ne vais pas me déplacer de toute façon. Donc en effet, Atos et l'ENSIMAG, c'est une longue histoire. Et là, on la concrétise avec un partenariat qui a commencé il y a 2 ans, je crois, à peu près. Avec le Covid, le temps s'échelle, se dilate un petit peu, 1 an et demi. Et il y a différentes parties. Il y a évidemment une partie de promotion d'Atos vers l'ENSIMAG, c'est-à-dire de faire en sorte que les étudiants de l'ENSIMAG connaissent Atos. Parce que malgré la crise, on va dire qu'on subit en ce moment avec le Covid, Atos continue à recruter. On a des stages. On était au festival Phil la semaine dernière pour essayer de montrer l'ensemble des stages qui existaient sur le site. Et même plus généralement, parce qu'il y en avait certains qui étaient sur la région parisienne, mais ils étaient intéressés par les profils qu'on pouvait trouver ici à l'ENSIMAG. Et puis, à l'inverse, on essaye aussi de recruter des étudiants qui sortent de l'école, qui sont d'habitude assez bien formés, je dois l'avouer. Et il y a une partie très importante, et c'est celle qui est marquée dans le partenariat qu'il y a avec Atos. Il y a une partie où on parle d'adaptation ou d'adaptabilité. Le fait que les étudiants qui sortent d'ici sont adaptables et ont des fondamentaux qui vont garder dans la vie. Si on recrute quelqu'un qui, dans 2 ans, devient un petit peu obsolète, entre guillemets, on se retrouve à avoir des soucis avec lui, comment on va le transformer, comment on va faire évoluer sa carrière. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez des formations qui sont à la fois appliquées dans le sens où vous êtes
performant ou vous êtes productif dès le premier jour, mais en même temps, vous savez évoluer vers le futur. Et c'est un point important, et c'est un peu l'axe que je voulais mettre en avant sur le court terme et le long terme. Quand on pose la question de quel numérique pour la planète, on pose la question du long terme. Le numérique, aujourd'hui, l'air de rien, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, et la planète, on sait dans un siècle, à peu près, une augmentation de température. Et comment on sait que la planète, dans un siècle, va augmenter de 2 degrés, parce que tout simplement, il y a des modèles de Matapli qui ont été mis en place. Il y a le GIEC qui, en 1988, a été créé pour pouvoir évaluer la courbe planétaire. Et ça, c'est grâce aux cerveaux qui sont ici. Peut-être votre cerveau, dans 10 ans, va être utilisé pour mieux affiner les modèles et faire des modèles de la planète qui seront encore plus précis. Si on remonte dans le temps, malheureusement, on avait le fameux club de Rome de 68-72. Et là, c'est les premières fois qu'on commence à se poser des questions sur la planète, sur les limites de la planète et sur les contraintes de la planète. Et les contraintes de la planète, c'est quelque chose qui force à l'intelligence. C'est-à-dire que les solutions qui étaient simples, qu'on pouvait implémenter, que n'importe quelle personne pouvait implémenter, aujourd'hui, c'est des cerveaux qui doivent être bien formés, qui doivent trouver des bonnes solutions avec cette contrainte écologique. Et c'est celle-ci qui est importante. Quand on regarde l'évolution d'Atos, évidemment, il y a le court terme. Évidemment, on est là chaque fin de mois, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut payer les salaires, etc. Mais il y a une contrainte supplémentaire qui se rajoute dans les gènes, je dirais, d'Atos, qui est cet impact énergétique, cet impact écologique qu'on peut avoir. Et dans des dizaines de choix dans Atos, on voit apparaître ces contraintes-là, jusqu'à le dernier achat d'une société qui s'appelle EcoAct, je crois, où il y a 160 experts sur le climat qui ont été recrutés. Donc vous, ici, vous êtes les futurs, peut-être, ingénieurs, les futures personnes qui vont contribuer au futur d'Atos, dans le respect de la planète, avec tout ce que vous avez amené de votre jeunesse, contrairement à nous. Et en ça, on a des stages, on a des emplois, on continue à recruter, on a des partenariats pour vous faire connaître Atos. Et puis aussi, on discutait avec Jean-Louis sur d'autres actions qu'on pouvait mener pour essayer de vous aider dans votre cursus pour la suite. En tout cas, merci pour ce partenariat. Je pense qu'il y a des belles années encore devant nous. Merci à toi, merci à Atos. Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous pour cette soirée Atos Research Meetup. On a souhaité organiser cette séance sous la forme de ce que l'on appelle des elevator pitch. Elevator pitch, élévateur, ascenseur en anglais. Pitch, capacité à présenter un projet de façon convaincante, de façon percutante, le temps de la montée dans un ascenseur. Vous imaginez que vous rentrez dans un ascenseur avec un dirigeant et vous avez le temps de la montée pour le convaincre de votre discours. C'est ça le principe de l'elevator pitch. Et cet elevator pitch, chaque pitcher ce soir, il y en a 14, aura 180 secondes pour convaincre son auditoire, en tout cas porter un message suffisamment convaincant pour expliciter clairement ses travaux de recherche ou ses travaux de thèse. Parce qu'on a les deux, on a à la fois des travaux de recherche et des travaux de thèse à vous présenter ce soir. Donc ça, c'est le bruit que vous entendrez. Je ne sais pas si en ligne on a entendu, mais c'est le bruit d'un coucou. Au bout de 180 secondes, effectivement, chaque pitcher sera interrompu par ce bruit de coucou. Simplement pour dire que le temps sera écoulé et on sera intraitable sur le respect des délais. Chacun est soumis au même régime. On enchaîne sur la suite. Les 14 sujets, les voici. Il n'est pas question de les égrener ici. Vous allez les découvrir. Et c'est l'ensemble des divisions Atos aujourd'hui qui sont très bien représentées par leur diversité, la qualité en fait, des travaux que l'on mène, qui vont vous être présentés à travers les différentes personnes présentes ce soir. Je vais appeler les premiers interlocuteurs. Alfred Legros, qui appartient à Big Data et Sécurité, l'une des divisions d'Atos, présente sur le site de Grenoble-Échirolles, qui va pouvoir les présenter. Donc, tu as 3 minutes, il y a un compte à rebours. C'est à toi de donner le top départ. Bonjour à tous. Donc, je suis en thèse à Atos en collaboration avec le GIPSA Lab. Je vais vous parler de la robustesse des réseaux de neurones. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, mes travaux consistent, c'est-à-dire, prenez par exemple une image. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le petit micro.
Aujourd'hui, les réseaux de neurones sont très forts pour traiter ce genre d'images et être capables de les analyser. Donc, par exemple, vous pourrez avoir un réseau qui va vous dire que cette image représente un chien qui est en mouvement derrière une balle sur une sorte de terre battue. Bon. Le problème, c'est que les réseaux sont beaucoup moins forts pour traiter ce genre d'images. Donc, c'est-à-dire des images qui, par exemple, ont un mauvais contraste, qui ont une colorimétrie étrange ou qui ont des sortes d'artefacts sur eux. Bon. Le problème, c'est que quand vous avez par exemple un réseau qui est censé conduire une voiture tout seul ou ce genre de choses, on ne peut pas se permettre que le réseau devienne se mette à faire n'importe quoi dans ces conditions. Et donc l'idée, c'est de rendre les réseaux plus robustes à tout un tas de perturbations. Le problème, c'est qu'il y en a un grand nombre, elles sont diverses et elles affectent tous les réseaux de neurones de manière différente. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les réseaux deviennent robustes à toutes ces perturbations en même temps. Et c'est ce à quoi j'essaye de travailler. Alors, des travaux qu'on a menés en interne dans l'équipe ont permis de montrer que le problème pouvait être simplifié. Donc, par exemple, ici, je vous ai encadré certaines corruptions en orange. Et donc, ces corruptions-là, en fait, on a pu démontrer qu'elles étaient liées. C'est-à-dire que rendre un réseau plus robuste aux diminutions de luminosité, ça les rend aussi plus robustes aux diminutions de contraste, par exemple. Et donc, en fait, en adressant l'une de ces trois perturbations, on pouvait rendre les réseaux de neurones robustes aux trois à la fois. Et donc, en gros, on a pu démontrer, par exemple, qu'en rendant un réseau de neurones plus robuste à toutes les perturbations que vous voyez à gauche, on le rend en fait plus robuste à toutes les perturbations que vous voyez à droite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on simplifie le problème. Et l'idée maintenant, c'est de trouver les bonnes corruptions à identifier et faire en sorte que les réseaux deviennent robustes à celles-ci pour les rendre plus robustes à un plus grand ensemble de corruptions. Je vous ai mis un petit lien en bas où vous pourrez trouver plus d'informations sur nos travaux et aussi sur un petit benchmark pour évaluer la robustesse des réseaux de neurones et voir comment pourrait réagir un réseau de neurones à différents types de corruption et voir comment évolue son comportement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole au prochain présentateur. Merci Alfred pour cette... toujours pas facile de commencer. Donc maintenant, on accueille Loïc Paoletto, qui fait également partie de BDS, Big Data et Sécurité, qui va faire son pitch. N'hésitez pas, en ligne, à poser vos questions sur le chat, de manière à ce qu'on puisse les récolter. Toutes les questions, ou une certaine partie des questions, seront posées ensuite au pitcher à la fin de l'exercice. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis en deuxième année de thèse avec Atos en partenariat avec le laboratoire d'informatique de Grenoble, ou le LIG. Donc, moi, mon sujet de thèse porte essentiellement sur les réseaux de neurones et la recherche optimale de réseaux de neurones. Donc, normalement, dans le pipeline classique d'utilisation d'un réseau de neurones, donc, il y a une première étape qui est le pré-traitement des données, où on va enlever tous les outliers et garder vraiment les données qui nous intéressent. Par exemple, on va les normaliser, etc. Et ces étapes-là sont faites essentiellement par des humains. Donc ça peut prendre énormément de temps, ça peut être un coût très important pour une petite entreprise. Et une fois qu'on a fait cette partie de traitement et d'analyse des données, on va passer à une autre partie qui est la création d'un réseau de neurones pour ces données-là. Donc c'est-à-dire comment tirer le meilleur parti des données qu'on vient de traiter et créer un réseau de neurones qui va nous permettre d'avoir des performances plus convenables sur, par exemple, une métrique, par exemple, les images sur l'accuracy. Sauf que cette partie de création, elle peut être très longue et très coûteuse et demander beaucoup de connaissances sur le domaine et sur les datas. Sauf que ça peut être rédhibitoire pour plein d'entreprises, puisque ça a un coût très important, comme l'étape d'avant. Donc, on s'est dit, plutôt que de faire ça par les humains, on va automatiser ça par des réseaux de neurones. Donc, l'humain intervient uniquement au début en disant, voici un domaine de recherche. Donc, trouve-moi la meilleure architecture pour mes données sur cette métrique-là. Donc ça, on fait avec des réseaux de neurones, donc des réseaux de neurones qui créent d'autres réseaux de neurones, par diverses méthodes, par exemple le renforcement learning ou la descente de gradient. Et l'avantage là-dedans, c'est qu'on peut injecter des contraintes. Par exemple, on peut dire, je veux que mon réseau de neurones soit optimisé, par exemple, pour mon téléphone, mon iPhone, ou par exemple, un gros serveur ou un gros centre de calcul. Sauf que, donc, du coup, ça, on peut le faire de manière automatique, sans avoir à le faire 10 fois pour 10 matériels différents, quoi.
Et cette chose-là, cette automatisation-là, elle va permettre d'ouvrir la connaissance des réseaux de neurones à des nouvelles datas. Par exemple, pour le moment, on fait beaucoup pour le traitement d'images et par exemple très peu pour tout ce qui est données médicales. Donc ça va permettre de la création de réseaux de neurones dédiés pour tel ou tel type de data. Donc, et ça, c'est une partie de ma thèse qui est l'élargissement des recherches d'architecture de neurones pour des nouvelles data. Donc voilà. Merci. Merci. On enchaîne. Je vais appeler Mathieu Hospici. Viens directement ici, Mathieu. Et puis, Sina, effectivement, tu peux te préparer et prendre place de la même façon. Mathieu fait partie, encore une fois, de Big Data et Sécurité, bien représenté ce soir. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans le monde, un tiers de la production agricole, donc un tiers de la nourriture qu'on produit est jetée à la poubelle, littéralement. En 2015, le chiffre s'élevait à 1,6 milliard de tonnes et toutes les projections anticipent une augmentation constante de ce chiffre. Et donc en 2030, on devrait avoir 2,1 milliards de tonnes de pertes de nourriture. Donc pour essayer d'infléchir cette courbe, mais également pour travailler sur d'autres problématiques auxquelles l'agriculture moderne fait face, l'Union européenne a lancé un projet qui s'appelle le projet CIBEL. Donc aujourd'hui, on est capable de récupérer un très grand nombre de données. On peut récupérer des données par exemple satellites liées à l'agriculture, donc des données de température d'océan, des données météo, mais on a également possibilité d'accéder à des capteurs. Donc sur beaucoup de machines agricoles, on a des capteurs qui nous remontent des informations. On a également dans tout ce qui est industrie agroalimentaire beaucoup de capteurs sur les lignes. Et donc on peut également créer des données, par exemple en envoyant des drones sur des champs et récupérer des vidéos. Donc l'objectif du projet CIBEL, c'est d'utiliser toutes ces données, d'utiliser également du machine learning avancé, d'exécuter ces algorithmes de machine learning sur des architectures de calcul puissantes, de type HPC, de type calcul haute performance, pour à la fin avoir des informations, avoir des prédictions qui pourraient être utiles aux agriculteurs et également à l'industrie pour optimiser diverses métriques liées à l'agriculture. Donc ce projet CIBEL, c'est un gros projet, il y a 31 partenaires, donc ça peut être des partenaires académiques ou industriels. Donc Atos en fait partie, on a une partie ici à Échirol à la R&D qui bosse dans CIBEL, et on a également d'autres équipes à Paris qui travaillent également dans CIBEL. Donc c'est un projet financé à hauteur de 12 millions d'euros et en fait il est organisé autour de 9 démonstrateurs. Donc chaque démonstrateur va cibler une problématique particulière liée à l'agriculture. Donc je peux donner ici deux exemples. Donc un démonstrateur a pour but de prédire un niveau de risque sur le rappel de produits. Donc si on arrive à savoir que tel produit risque d'être appelé, eh bien on va pouvoir limiter les rappels et donc limiter les pertes. On a également un autre démonstrateur. Donc ce démonstrateur-là, Atos, est extrêmement impliqué dans ce démonstrateur. Et l'idée, c'est en fait de prédire des zones de pêche où envoyer des pêcheurs pour que le stock de poissons soit exploité de la manière la plus durable possible. Donc il y a bien d'autres démonstrateurs, il y a bien d'autres objectifs dans ce projet. Je vous invite à aller voir le site web, cibelprojet.eu, qui est vraiment très bien fait. Merci. Telle précision millimétrique, ça laisse rêver. Hein. Bravo. On accueille pour continuer Sina Alissamir, qui est l'un de nos thésards chez Atos. Sina est iranien. Il a fait des gros progrès en français depuis qu'il est arrivé. Néanmoins, comme l'exercice n'est quand même pas facile, on lui a autorisé à faire sa présentation en anglais. Merci. Hello everyone. I hope that everyone's doing well. So I'm in a almost second year PhD student. I'm working on this thesis in UJA in collaboration with Atos. And the target is to provide a chatbot with
with an understanding of users' emotion. And in order to do so, I have this system that a simplified overview of the system you can see there. And basically, the user either interacts with the chatbot by typing to it, by text, or by speech. If we have text, we only have access to linguistic informations. But if we have speech, we have also access to acoustic information. And from these different information, we have to extract more relevant features in order to better then build a model to better understand emotions. And then these emotional content are provided to the chatbot. However, this is not as simple as it seems here. We have many different challenges, and my job is to address these three key challenges that I have here. The first one is we have noise in the data. Of course, the recordings are all noisy. People are in different environments and different background noises. But we also have noises in the label because the emotion recognition is not like speech recognition. We don't have an objective target. Different people have different perceptions of what emotion is on the same recording. And we also have dependency of expressed emotions on the context, which is to say that different people have different expressions of emotion and different perceptions of emotion. The other problem is that our models are trained on specific datasets, and in order to make them more generalized, we have to first build the model on those specific data that we already have. And then while the system is being used, we gather more and more data, and then we detect novel expressions of emotions on those data, and then we adapt the model to those novel expressions. Thank you all for listening. If you have any questions. Merci Sina. Merci Sina, c'est pas évident. Hein. Ok, donc la prochaine session a commencé par Gaël. Gaël, à nouveau, BDS R&D. C'est parti pour toi, Gaël. Captain Gaël Goa speaking. Attention, nous allons atterrir dans une zone de présentation du groupe R&D AI pour la simulation. Dans le monde industriel, la simulation numérique est mise au service de la conception d'objets. Oui, plus bas, merci. En effet, pour la conception d'objets, et on appelle ça le generative design, ça permet de construire des ailes d'avion qui résistent mieux aux turbulences ou des turbines qui, par exemple, consomment moins de carburant. Bien sûr, ça n'arrive pas par magie. En effet, il faut des supercalculateurs pour faire tourner ces simulations. Et comme vous le savez sûrement, Atos est l'un des leaders mondiaux dans la conception de ces superordinateurs. Que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, mais aussi dans le monde du climat, pour la prévision météo, ou bien dans bien d'autres systèmes physiques, il faut résoudre des équations complexes, qui ont un coût de calcul très élevé. La mission du groupe R&D AI pour la simulation est justement de faire baisser ce coût de calcul. Pour ça, il faut repérer les éléments les plus coûteux dans les simulations. Par exemple, ici, ces réacteurs d'avion. On les isole et on les modélise physiquement, ce qui nous permet d'acquérir des données pour caractériser le fonctionnement nominal de ces composants. Une fois qu'on a acquis ces données, on peut construire des réseaux de neurones artificiels qui, en tirant parti de ces données, peuvent, dans les simulations globales, se substituer à ces composants qui sont des équations compliquées. On injecte dans les simulations globales ces réseaux de neurones. Ils ont la capacité de prédire et de reproduire, on va dire, les équations, mais avec l'avantage d'être évalués très rapidement et d'avoir un coût de calcul qui est linéaire, contrairement aux équations qui, elles, sont non linéaires. Une fois qu'on couple ces réseaux de neurones à notre simulation globale, elles font immédiatement décroître le coût de calcul. Il y a des facteurs de l'ordre qu'on a observés de l'ordre de milliers, et dans la littérature,
on fait effet de millions, des facteurs d'accélération de millions. C'est ce qu'on appelle la simulation AI augmentée. Autant de temps et d'énergie gagnée. Nous espérons que ce voyage vous a plu et qu'on vous reverra bientôt sur les lignes Atos AI4Sim. À bientôt. Merci Gaël, merci. Maxence, pense bien à ne pas trop rapprocher le micro de ta bouche, histoire que ça ne sature pas. Tiens. Quand on est une grande entreprise et qu'on a payé notre cluster HPC très cher, ce qu'on veut, c'est qu'il fonctionne le mieux possible, avec le moins d'erreurs possible, et que souvent écarter les pannes. Donc pour ça, on a embauché une équipe de 6 admins très chers, qui essaye de résoudre au mieux les problèmes. Alors, à quoi ça ressemble un cluster HPC? En fait, c'est un grand tas de machines, donc on va dire 3000 machines, qui sont un peu comme votre ordinateur personnel, avec chacun leur CPU, leur RAM, leur interface réseau, ainsi de suite. Et en gros, sur un cluster HPC, on a deux types de problèmes. De temps en temps, c'est facile, il y a la RAM ou un CPU qui crame, et il y a une diode rouge, il suffit de changer, ça c'est facile. De temps en temps, on a des problèmes plus vicieux. On ne sait pas trop pourquoi, il y a 10% des workers, des nœuds de calcul, qui décident de tourner à fond et jamais s'arrêter. Du coup, ça ne fait pas de place pour les prochains jobs. Ou alors, il y en a qui passent en erreur, il y en a qui perdent du réseau, qui parlent en boucle. Plein de trucs vicieux. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça prend du temps de calcul, ça coûte de l'argent et c'est surtout des problèmes qui sont difficiles à diagnostiquer, difficiles à anticiper, mais déjà difficiles à détecter. En fait. Donc pour ça, on peut se dire on va faire un modèle de machine learning traditionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, chaque node calcule la différentes métriques, sa charge CPU, ses IO, son networking. Donc ça fait une vingtaine de métriques dépendant du cluster par nœud. On va tous les mettre dans un grand vecteur, on va envoyer ça à notre réseau de neurones, notre random forest de d'habitude, et va essayer de faire son learning, quoi. Sauf que là, des nœuds, j'en ai 3000, des métriques, j'en ai 20 par nœud, donc ça fait 60 000 métriques. Et donc pour faire mon learning bien, il me faudrait 1 million d'incidents. Le problème, c'est qu'un incident, il y en a 1 ou 2 par mois, j'ai pas 1 million d'incidents. Donc avec mon équipe, ce qu'on a essayé de faire, c'est un modèle hiérarchique en partant du principe que dans un cluster HPC, il y a tous les nœuds qui sont interchangeables. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est un modèle par nœud pour tout, qui va prendre les 20 métriques du nœud et qui va dire si le nœud est en attente, s'il travaille ou s'il est planté. Donc ce modèle, on peut le répéter par nœud. Et après, on va avoir un deuxième modèle, un métamodèle si vous voulez, qui lui va représenter la dynamique du cluster. Donc il va prendre les outputs de chacun de mes 3000 modèles répliqués par nœud. Il va voir leurs états. Et du coup, lui, il va pouvoir modéliser la distribution finalement de l'état des différents nœuds du cluster, sa topologie. On va pouvoir détecter si au fur et à mesure, il y a de plus en plus de nœuds qui sont en attente, qui sont en erreur. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc avec cette solution, on espère faire gagner un peu d'argent à nos clients, simplifier la vie aux sysadmins et faire du beau travail. Merci Maxence. J'appelle maintenant Kevin Crampon qui fait partie de BDS également, mais côté supercalculateur. Mathieu, si tu veux bien descendre également pour te préparer, c'est parfait. C'est à toi, Kevin. Bonjour à tous. Ma thèse a pour objectif d'ajouter de l'intelligence artificielle, et plus précisément de l'apprentissage profond ou deep learning, à un processus existant de criblage virtuel inverse qui utilise la méthode d'amarrage moléculaire. L'amarrage, ou docking, utilise la structure en 3 dimensions de 2 molécules. Une petite, le ligand, et une plus grosse, la cible, afin de réaliser une simulation, et ainsi prédire différents modes d'interaction possibles et classer ces dernières. Pour faire plus simple, le docking, c'est comme un puzzle en 3 dimensions, où les pièces sont les atomes des molécules, et la précision attendue, elle est de l'ordre du 10e de nanomètre. Une simulation de docking moléculaire entre un ligand et une cible, il n'y a aucun a priori sur le mode d'interaction, doit permettre de déterminer 2 choses. Le site d'amarrage du ligand sur la cible et la disposition des atomes du ligand. Afin d'évaluer la formation d'un complexe ligand-récepteur, on utilise une fonction de score
qui estime l'énergie libre de liaison du complexe. Il existe un grand nombre de fonctions de score qui sont souvent un compromis entre vitesse de calcul et précision. La vitesse de calcul étant important pour le criblage virtuel. En effet, le criblage classique, lui, a pour objectif de tester une grande base de données de ligands sur une molécule cible afin de déterminer lesquels s'y lieront. Dans le cas de la recherche de nouveaux médicaments, cela peut par exemple permettre de trouver un nouvel inhibiteur d'une certaine protéine et ainsi potentiellement trouver un nouveau remède. Ici, on parle de criblage virtuel, ce qui consiste en une simulation informatique. Il est donc dit in silico. Dans mon cas, je travaille sur le criblage virtuel inverse, puisqu'on essaye de prédire cette fois-ci, parmi une base de données de molécules, lesquelles seront des cibles préférentielles pour un ligand donné. On ne cherche donc plus le meilleur ligand, mais la meilleure molécule cible. Cela permet notamment d'étudier les effets secondaires ou la toxicité d'un ligand. Pour en revenir à ma thèse, l'objectif de celle-ci, c'est de développer une nouvelle méthode d'évaluation du score d'affinité entre un ligand et une cible. Cette nouvelle fonction de score devra être précise sur une grande variété de complexes, tels que ligand-protéine, protéine-protéine et d'autres encore. La contrainte de vitesse qu'on a évoquée tout à l'heure est ici primordiale. C'est pourquoi la piste privilégiée est celle du deep learning. Le deep learning utilise des réseaux de neurones profonds qui doivent apprendre à partir d'exemples. Il faut un grand nombre de données d'entraînement pour obtenir un modèle robuste et fiable. C'est pourquoi le développement et l'entraînement d'un modèle basé sur d'une méthode basée sur le deep learning nécessite des ressources de calcul conséquentes. Ces ressources de calcul peuvent notamment être celles de supercalculateurs, tels que ceux qui sont développés par Atos. Merci. Vous voyez qu'ils ont répété, hein. Chaque fois ça tombe quand même à 10 secondes près, assez justement. Mathieu, c'est à toi. Mathieu fait partie de la même division que Kevin, donc côté supercalculateur. Merci Jean-Philippe. Donc, je m'appelle Mathieu Stoffel, je suis également en thèse et je travaille à optimiser l'efficacité énergétique des supercalculateurs. Donc l'efficacité énergétique, c'est en gros le nombre de calculs qu'ils peuvent exécuter par unité d'énergie consommée. Et donc pour vous faire comprendre pourquoi c'est vraiment crucial, on va se pencher un peu sur l'histoire et l'évolution de la puissance de calcul et de l'énergie consommée par les supercalculateurs. En décembre 1996, le supercalculateur le plus puissant de l'époque atteignait le teraflop et consommait autant d'énergie qu'environ 1500 foyers. Quelques années plus tard, en 2008, le calculateur le plus superpuissant passait le cap du teraflop et consommait la même quantité d'énergie qu'environ 4300 foyers. Il y a un peu plus d'un an, en juin 2019, le calculateur le plus puissant atteignait les 150 pétaflops et consommait autant d'énergie que 18 500 foyers. Aujourd'hui, tous les deux sont braqués vers l'hexaflop et on peut se poser une question légitime. Quelle sera la consommation énergétique de ces supercalculateurs hexaflopiques ? Si on fait une petite projection à partir du supercalculateur le plus puissant de juin 2019, eh ben c'est la même consommation énergétique qu'une ville comme Saint-Étienne, à peu près 175 000 foyers. Et c'est plus de 50 millions d'euros par an. Ça fait pas mal grincer des dents, hein, faut le dire, aussi bien écologiquement que financièrement. Donc il y a eu la définition d'une borne de 20 MW sur la consommation des futurs supercalculateurs hexaflopiques. C'est pour ça que c'est crucial d'optimiser leur efficacité énergétique. L'outil que je développe dans le cadre de ma thèse s'appuie sur un constat simple, qui est que l'utilisation des ressources d'un supercalculateur varie au cours de l'exécution d'une application. Là, la courbe que vous voyez, grosso modo, peut être interprétée comme la puissance de calcul nécessaire à l'exécution d'une application au fur et à mesure de son exécution. Les 60 en haut, qui correspondent à 60 instructions par seconde sur les machines en question, c'est la capacité de calcul maximale de la machine. On voit que pour exécuter une application, on n'utilise jamais quasiment totalement la puissance de calcul maximale. Pour autant, les composants du supercalculateur, qui ont plusieurs configurations disponibles, tournent toujours avec une seule configuration, celle qui permet les performances maximales. Pas de bol, c'est aussi celle qui consomme le plus, même quand il n'y a pas besoin d'autant de puissance de calcul. Et donc du coup, l'outil que je développe, c'est un mélange d'ancien, du C bas niveau, et de nouveau avec des techniques de machine learning pour essayer de détecter quand est-ce qu'on peut reconfigurer le supercalculateur pendant l'exécution de l'application pour adapter la configuration de ses composants à la charge effective de travail. Il y a énormément de thématiques, trop pour que je les détaille tous. Si vous avez des questions, je vous inviterai à me les poser, j'essaierai d'y répondre.
Merci Mathieu. On enchaîne sur la suite. Hélène, si tu veux bien venir. Hélène fait partie de la division World Grid, nos spécialistes de l'énergie chez Atos, très fortement représentés sur le bassin grenoblois. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du projet que je pilote, I4S, qui est un projet de R&D sur le marché de l'énergie. C'est un projet qui est destiné à soutenir le développement des énergies renouvelables grâce au stockage. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Alors, on va se situer... Vous allez voir apparaître un schéma traditionnel de réseau électrique avec des moyens de... S'il veut bien, voilà. Avec des moyens de production traditionnellement branchés sur la très haute tension qui vont venir alimenter la basse tension. Donc ce schéma-là a beaucoup changé au cours des 10 dernières années, sous l'impulsion en particulier des directives européennes, le H2020 que vous connaissez peut-être, qui concerne la décarbonisation et l'obligation de développer des moyens de production renouvelables. Donc aujourd'hui, des sites de production photovoltaïque et éolienne s'installent sur le réseau moyenne et basse tension, et ça génère un certain nombre de perturbations sur les réseaux en raison de l'intermittence liée à la météo, mais également des changements de flux. On a désormais de l'électricité qui va remonter de la basse vers la haute tension. Donc, toutes ces perturbations sont un frein à l'expansion du renouvelable. Et un moyen possible pour limiter ces perturbations, c'est de stabiliser le réseau électrique grâce à du stockage. Ce seul cas d'usage, à savoir la stabilisation du réseau par le stockage, ne permet pas de rentabiliser le déploiement de fermes de stockage. Et donc, on va devoir travailler sur les autres acteurs du marché de l'énergie. Et chacun de ces acteurs a des besoins et des objectifs différents. Si on prend, par exemple, un producteur de renouvelables, il pourrait avoir besoin de lisser sa production sur le réseau pour éviter des délestages, éviter des pénalités, s'il produit trop en période creuse de consommation. Un agrégateur pourrait quant à lui maximiser ses revenus grâce aux capacités d'énergie issues du stockage. Donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de cas d'usage intéressants pour l'usage du stockage. I4S est donc une plateforme numérique d'optimisation de l'usage du stockage qui permettra de soutenir l'expansion du renouvelable. Et elle va s'adresser à l'ensemble des acteurs du marché. C'est donc une plateforme d'optimisation multiservice et multi-acteurs. La plateforme s'appuie sur un socle de composants numériques et distribués développés par Atos, à savoir une infrastructure de communication Smart Edge, du forecasting de production et également un SCADA DMS de pilotage du réseau. Mais si on revient maintenant à l'optimisation de l'usage des batteries et des services offerts à ces différents clients, nous avons ouvert un sujet de thèse en partenariat avec le G2E Lab pour concevoir un moteur d'optimisation ayant largement recours à l'IA. Il s'agit de faire cohabiter plusieurs niveaux d'optimisation dont les consignes apparentes peuvent être contradictoires. On parle d'usage, de gains qualitatifs, de gains financiers, de cycle de vie des batteries, etc. Et nous souhaitons mettre en œuvre une solution d'optimisation dynamique, a priori basée sur un double apprentissage par renforcement. Voilà, donc je vous invite à venir me voir pour en discuter. C'était pas facile hein, quand c'est tout cadré à la seconde près, c'est pas facile. À toi Alain, qui fait partie également de la division World Grid de la même façon. Bonjour à tous. Dans notre monde en profonde mutation, où la sobriété est dictée par des exigences économiques et la finitude de notre monde, et où la transformation numérique est chahutée du fait de ses impacts sur les écosystèmes, il est impératif de rendre convergente cette transformation numérique avec la sobriété, qu'elle soit imposée ou volontaire. Le jumeau numérique est un outil majeur, indispensable à la recherche de cette convergence. C'est un concept qui n'est pas très bien défini, mais on va voir qu'une des définitions de ce jumeau numérique peut être utilisée pour rechercher cette convergence. L'alternateur dans une centrale nucléaire est un composant majeur. Majeur au sens d'essentiel, mais aussi majeur en termes de coût, d'exploitation et de maintenance. La mise à disposition d'un jumeau numérique de cet alternateur, capable de reproduire fidèlement les phénomènes physiques qui le caractérisent, mais aussi couplé au système réel afin de pouvoir comparer et recaler le jumeau avec son frère physique,
est un outil puissant qui permet d'obtenir de manière importante l'usage et la maintenance d'un tel équipement. C'est ce qui est maquetté dans le projet de R&D jumeau numérique d'un alternateur. Le slide qui vous est présenté donne l'architecture fonctionnelle de cette maquette. L'alternateur physique est une maquette fonctionnelle à l'échelle 1/20e. Le jumeau numérique est constitué de modèles réduits que l'on a entraînés à l'aide de données produites par la maquette physique, mais aussi avec des modèles 3D que l'on utilise afin d'avoir de la précision. L'avantage du modèle réduit, c'est qu'on peut le faire tourner beaucoup plus vite que le temps réel. La détection de défauts se base sur une comparaison entre les comportements réels et simulés, mais aussi sur l'exploitation de données que l'on récupère sur les sites de production, et ça correspond à des centaines d'années de données d'exploitation. Il y a finalement d'autres outils qui permettent de réaliser des synthèses, de produire des alarmes ou de réaliser des analyses offline. La maquette d'alternateur, je vais maintenant vous donner un cas d'utilisation que l'on peut faire avec cette maquette. Donc, la maquette est en fonctionnement normal, ça correspond à un 100% de puissance. Le modèle réduit est exécuté en parallèle de l'acquisition de données sur la maquette physique et les algorithmes de détection de défauts sont opérationnels. À ce moment-là, on provoque un court-circuit au rotor. Le défaut est détecté. Et à ce moment-là, le modèle réduit est appelé à une fréquence plus grande, de manière à ce qu'on soit projeté vers le futur. Et comme ça, on va pouvoir déterminer comment le défaut va pouvoir évoluer, de manière à ce que l'exploitant puisse décider de l'action à mener. Cette action, par degré décroissant d'urgence, ça pourrait être demander un arrêt immédiat, planifier l'arrêt à un moment plus opportun, ou finalement planifier cela dans une opération de maintenance qui sera réalisée ultérieurement. On peut voir que... Voilà, juste je termine en disant que cette analyse du défaut permettra probablement de ne pas avoir rebobiné le rotor et ça fera de grosses économies de cuivre. Merci Alain. On enchaîne avec Alban. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je ne veux pas vous parler de mon travail personnel parce que c'est technique comme tout le monde ici, mais je vais vous parler plutôt du projet dans lequel je suis qui est assez intéressant et qui offre beaucoup de métiers différents. C'est le projet européen European Processor Initiative. Donc c'est un projet dans lequel il y a 27 partenaires et Atos est leader de ce projet. Donc c'est Atos qui coordonne tout ça. L'objectif, c'est d'avoir un processeur européen, comme son nom l'indique. En fait, aujourd'hui, quand vous avez un processeur quelque part, vous pouvez être sûr qu'il n'ait pas été imaginé en Europe, ni construit en Europe, ni fondu en Europe. Et donc, l'objectif principal de ce projet européen, qui est assez ambitieux, c'est de faire de bout en bout un processeur en Europe. Bon, quand on parle d'un processeur, c'est vraiment le cœur d'un ordinateur, d'un data center ou d'un objet connecté. Donc aujourd'hui, ça se passe forcément par une entreprise qui est à l'extérieur de l'Europe. Et nous, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Vous allez me dire, il y a des gens qui font des processeurs en Europe, il y a ARM par exemple. Bon, déjà, ils sont anglais, donc bon. Et puis en plus, ARM, ça a été racheté par Nvidia, donc en fait, finalement, c'est plus européen du tout. Donc on a une mission, c'est de faire un processeur qui va être très performant pour atteindre l'exascale, comme Mathieu a parlé. Et on a bien sûr des problèmes de performance énergétique à obtenir, et ça, vraiment, c'est une défocalisation du processeur européen. La vision, donc, c'est atteindre l'exascale, et puis il faut aussi mettre ce processeur au service de toutes les industries qui vont vouloir, et notamment l'industrie automobile qui est quand même assez demandeuse là-dessus. Sachant qu'Atos, c'est plutôt le data center, mais voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose qui va être capable d'adresser tous les domaines dans lesquels on va vouloir jouer. Donc il y a 3 impacts principaux. L'idée, c'est de faire en fait une grosse émulation autour de ça et de relancer la recherche en Europe et l'industrie. Et donc faire de bout en bout la conception du processeur, le cœur du processeur et faire fondre tout ça en Europe. Donc ça, c'est pour faire un effet boule de neige, quoi. Il faut commencer par là. L'idée, c'est de produire quelque chose en 2022, donc c'est assez ambitieux. L'idée aussi, c'est d'avoir un processeur qui soit européen et qui soit très efficace. Donc, ce serait bien qu'on l'utilise en Europe, mais qu'on le vende ailleurs aussi, pourquoi pas. Et puis, enfin,
Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est d'utiliser le processeur dans autre chose que du data center, sachant que la première version, c'est du data center. Et l'idée, c'est d'utiliser un processeur. On va d'abord utiliser des cœurs ARM, et quand on sera assez bon pour utiliser ces cœurs ARM, on va faire nos propres cœurs RISC-V, qui est un processeur open source. Voilà, merci. Merci Alban. C'est donc les trois derniers pitchs. C'est Philippe Couvet qui va maintenant prendre la parole pour nous présenter le coût énergétique du mouvement des données. Philippe fait également partie de la division supercalculateur d'Atos. Merci. Donc effectivement, je travaille donc en recherche-développement dans le domaine des supercalculateurs, et nous on s'intéresse en fait à l'accès aux données. Les calculateurs doivent calculer, mais sur des données qu'il faut aller chercher dans des systèmes de stockage. Si on regarde uniquement le processeur, il y a des études récentes qui ont montré que 50% de l'énergie qui est consommée par un processeur est utilisée pour faire des calculs. Et les 50 autres %, c'est utilisé pour faire des déplacements de données à l'intérieur, entre les caches et les registres, et aussi à rien faire, parce qu'en fait, il y a un temps qui est passé à attendre que les données arrivent, donc des stall cycles, et donc c'est un gros problème. Alors nous, on ne s'intéresse pas à ça, on ne fait pas les processeurs, on s'intéresse plutôt au chemin qui permet d'amener les données le plus vite possible dans le processeur, et donc vous comprenez que c'est, d'un point de vue énergétique, aussi extrêmement important. Alors, on va prendre un exemple, on aurait envie d'additionner deux informations. Par exemple, le solde de votre compte en banque d'étudiant et puis le premier salaire d'ingénieur NCMAC que vous allez toucher bientôt. Et donc, on a envie de faire l'addition. Alors, on va regarder comment on a mis ça dans le supercalculateur. Alors, même en sortant de l'NCMAC, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'un supercalculateur, mais c'est un exemple ici. Quand les données donc, sont sur le disque, il y a déjà une première copie qui va intervenir, qui est de recopier ça dans la mémoire qui se trouve dans le contrôleur du disque. On a envie de faire des contrôles d'intégrité, de vérifier que les données sont bonnes. Ensuite, on a la plupart du temps une autre recopie qui nous amène dans le contrôleur du sous-système disque. On fait des algorithmes de RAID. Ensuite, on va passer dans le réseau, on recopie les données. Traverser le réseau, c'est souvent plusieurs switches où les données sont recopiées avant d'arriver dans notre nœud de calcul. Là, on est presque arrivé, mais pas tout à fait. Il faut encore recopier les données dans la mémoire du système d'exploitation, qui va lui-même encore traiter ça et l'amener dans la mémoire de l'application qui doit faire l'édition. On y est presque, mais il faut encore, on l'a déjà dit, aller charger les caches et après charger les registres. C'est seulement là qu'on va pouvoir faire l'addition qui est utile. Alors qu'est-ce qu'on fait nous donc, pour accélérer tout ça? On développe des systèmes d'accélération de ces entrées-sorties sous la forme donc, de composants matériels qu'on va aller mettre le plus près possible des éléments de calcul. On appelle ça donc des architectures data-centric. L'idée, c'est d'avoir les données stockées le plus près possible de l'endroit où elles sont produites et de l'endroit où elles sont utilisées. Ces systèmes donc, matériels vont utiliser des mémoires non volatiles, des technologies récentes, et vont mettre en œuvre donc, des algorithmiques de cache distribués, mais aussi des systèmes à base d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de modéliser les accès qui sont faits par les applications et optimiser les mouvements entre ces différents niveaux de stockage d'informations qu'on a, du plus près des processeurs de calcul jusqu'aux éléments de stockage à long terme qui, eux, sont plus loin et donc plus chers à accéder. Je vous remercie. Merci Philippe. C'est donc au tour de Julien Foreau, qui lui fait partie de la division service, qui va nous parler de cybersécurité, la cybersécurité étant un des domaines de prédilection chez Atos. C'est à toi Julien. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les travaux qui sont menés dans le cadre de l'équipe Machine Intelligence for Cybersecurity. Donc notre objectif à nous, c'est de détecter les menaces ou les attaques internes. À l'origine d'une attaque interne, un utilisateur déjà connu du système d'information qui, par négligence ou par malveillance, va essayer d'accéder à des données confidentielles, des données de propriété intellectuelle, ou tout simplement de saboter le système d'information d'entreprise. Vous vous doutez bien qu'un utilisateur malveillant n'est pas aussi reconnaissable que sur la photo. Il a rarement une capuche, il a rarement un masque. Quoiqu'en ce moment, il y a des chances qu'il ait un masque. Il existe déjà un ensemble d'outils pour essayer de détecter ces menaces, comme les antivirus, les firewalls.
Également, toutes les règles de stratégie d'entreprise mises en place à travers les règles proxy ou les droits d'accès. Cependant, il y a toujours des utilisateurs qui passent à travers les mailles du filet. Nous avons à notre disposition un ensemble de logs. Ces logs ils proviennent des PC, des outils installés sur les PC, mais également sur les serveurs. Il faut savoir que ces logs ne sont pas annotés, c'est-à-dire qu'on va devoir adopter une approche non supervisée. La première étape avec ces logs, c'est de travailler avec les cyberanalystes pour extraire les éléments essentiels d'un point de vue cyber. Une fois ces données extraites avec les cyberanalystes, on va transformer ces données, les transformer en features pour les injecter dans un modèle de réseau de neurones. Ce modèle de réseau de neurones a pour objectif d'apprendre à discriminer des utilisateurs par leur comportement. Au final, ce modèle va nous permettre de générer ce qu'on a appelé un espace de signature. Ici, tous les points que vous voyez représentent chacun un utilisateur par jour, le comportement d'un utilisateur par jour. À partir de cet espace de signature, nous pouvons détecter des anomalies comportementales dans le temps, c'est-à-dire un utilisateur qui va changer de comportement par rapport à son habitude, mais également grouper les utilisateurs par type de comportement et identifier des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs sensibles. Tous ces éléments sont fournis ensuite à des cyberanalystes sous forme d'alerte qui vont les qualifier d'attaque ou non et nous permettre d'améliorer notre modèle. Donc les challenges principaux autour de cette approche sont premièrement de réduire le nombre de faux positifs, puisqu'une anomalie de comportement n'est pas forcément une attaque, mais également de proposer une explicabilité au modèle, puisque les cyberanalystes ont besoin d'un peu plus d'informations pour pouvoir faire leur analyse. Tout ça, bien entendu, dans le respect des règles dictées par la RGPD. On parlait tout à l'heure d'écologie, mais il faut ne pas oublier tout ce qui est éthique autour de l'IA. Merci pour votre attention. C'est notre dernier pitcher pour ce soir. Mathieu Pister, Big Data et Sécurité. À toi, Mathieu. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut utiliser le reinforcement learning pour améliorer l'efficacité de nos clusters HPC, et en l'occurrence l'ordonnancement des jobs, des applications. Comme vous le savez certainement, un cluster HPC, c'est un ensemble de machines qui sont interconnectées, qui vont travailler tout ensemble afin d'exécuter des applications. Ces applications, elles vont être lancées par des utilisateurs. Le problème, si vous avez déjà joué au Tetris par exemple, vous voyez, il y a des cases qui tombent, et vous, votre boulot, c'est de les placer le mieux possible pour optimiser la place. Et bien dans un cluster, ça va être un petit peu pareil. Les applications vont tomber, et ça va être à l'ordonnanceur de les positionner correctement afin d'optimiser la place, de pouvoir lancer un maximum d'applications dans un minimum de place. Donc voilà, pardon. Donc les contraintes vont être de maximiser l'utilisation des machines. On veut absolument éviter d'avoir des machines qui sont inactives. Le client va payer peut-être même plus qu'un bras pour toutes ces machines. Il ne veut pas en avoir quelques-unes qui sont à côté et avoir en même temps sa queue d'application qui est pleine. Il veut vraiment que toute la capacité de calcul théorique soit utilisée. Enfin, essayer de maximiser ça. Et on veut également minimiser le temps d'attente des utilisateurs. Un utilisateur va envoyer son application, il va attendre son résultat. Si son application, par exemple, elle va tourner 1 heure, il n'a pas envie d'attendre pendant 5 heures que son application est dans la file d'attente. Donc ça va être notre deuxième contrainte. Donc nous, il existe déjà des algorithmes qui répondent à ces besoins, mais comme j'ai dit, c'est maximiser, minimiser, donc on n'arrive pas à avoir un résultat optimum. On va toujours essayer d'atteindre la perfection, mais sans forcément réussir à l'atteindre. Donc nous, on se propose d'essayer de monter encore un petit peu plus vers l'optimum. Donc il y a déjà des algorithmes qui existent. L'un des plus connus, c'est le first in, first out, par exemple. Donc pour gérer la queue, c'est peut-être l'un des plus basiques. Mais voilà. Donc nous, on se propose d'utiliser du reinforcement learning. Le reinforcement learning, c'est donc un agent, un modèle, qui va effectuer des actions sur un environnement. Cet environnement va réagir à cette action et va renvoyer un reward, une sorte de gratification. Le but de l'agent, lors de la phase d'entraînement, c'est d'apprendre à utiliser l'action qui va lui maximiser sa gratification.
On a déjà vu ce genre d'algorithme être utilisé dans des cas et performer très bien. Par exemple, là, le Tetris ou bien le jeu de Go qui est également assez connu. Nous, dans notre cas, donc, pour placer les jobs, on va avoir comme action donc, le placement d'une application à un endroit donné dans notre cluster. Et on va avoir un reward qui va être calculé en fonction de l'état du cluster et de la queue. Voilà. C'était la fin de ta phrase, Mathieu? Oui, c'était bon. C'était bon. Ok, tu avais fini, bien calculé. Un grand merci à tous les pitchers qui se sont pliés à l'exercice. Franchement, ce n'est pas quelque chose de facile, donc un grand merci à vous, en espérant que ça vous ait intéressé, à la fois à toutes les personnes en ligne et à vous, étudiants, qui êtes présents ce soir. Ce qu'on a prévu pour la suite, parce que l'objectif à l'origine, si le Covid n'était pas venu nous embêter, on aurait multiplié les interactions derrière, que vous ayez eu l'occasion effectivement d'aller échanger avec les porteurs de projets, les thésards qui vous ont présenté vos projets ce soir. Le but, c'est de donner une suite, bien évidemment. Donc pour donner une suite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition une interface sur Internet vous permettant d'aller marquer votre intérêt pour tel ou tel sujet, tel ou tel pitch. Comme vous êtes enregistré avec votre adresse email, vous recevrez effectivement ces informations de manière à ce que vous puissiez marquer votre intérêt, que vous puissiez être recontacté par la suite directement. À la fois les supports, ce qui peut être diffusé en tout cas, et le nom de chacun des interlocuteurs seront également mis à votre disposition. L'objectif étant de, encore une fois, multiplier les interactions et vous donner l'occasion de rebondir sur les sujets qui vous intéressent. Voilà. Étant donné que c'était sur Internet, tout ça, n'hésitez pas à aller manifester votre intérêt, votre amour pour tout ce qu'on a fait pour vous ce soir, dans la mesure où ça vous a intéressé, ce que j'espère. Voilà qui s'achève donc notre Atos Research Meetup. Un mot pour vous dire que, en ce qui concerne à la fois nos offres d'emploi et toutes les opportunités de carrière, vous avez un lien qui est jobsatos.net/job, sur lequel vous allez retrouver effectivement la diversité de nos offres d'emploi chez nous. Vous en avez eu en matière de R&D ce soir, pas mal de bons exemples. D'autre part, j'attire votre attention sur ce qui se déroule en ce moment, qui est l'Atos IT Challenge 2021. Vous savez ce que c'est qu'un challenge d'étudiants, où vous êtes invité à proposer un projet. Vous avez jusqu'à fin novembre pour le faire. La date exacte, elle doit être jusqu'au 30 novembre. Voilà. N'hésitez pas à aller prendre connaissance du contenu. Aujourd'hui, la thématique, en fait, cette année, cette session est organisée autour de notre enjeu stratégique autour de la décarbonation. Decarbonisation en anglais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, à minima, découvrir ce que le projet de façon un peu plus précise. Voilà, je vais rendre la parole à Jean-Louis Roch pour clôturer, en vous remerciant pour effectivement. Merci Jean-Philippe. Donc merci à tous, merci à tous les intervenants pour vos présentations qui étaient intéressantes, qui ont vraiment suscité beaucoup de questions. Donc ça prouve vraiment l'intérêt. Je pense que ce sera intéressant de pouvoir aussi consulter sur le site vos différents speeches. Je pense qu'ils seront consultables via peut-être le site d'Atos, aussi via le site de l'école. Et donc je vous remercie à tous pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.